Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce plateau live organisé par la Factory de la France agricole et TSE. Alors aujourd'hui, nous sommes en direct de Brouchy dans le département de la Somme, région des Hauts-de-France. Et nous sommes devant une canopée agricole qui est le deuxième pilote en France d'agrivoltaïsme. Nous sommes sur l'exploitation de Benoît qui a la gentillesse de nous accueillir aujourd'hui. Et donc cette canopée a été inaugurée hier. Alors quelques mots pour introduire l'échange qui va suivre sur l'heure à venir. On sait que l'agriculture est à la croisée des chemins. On lui demande de produire et d'assumer la souveraineté alimentaire. On lui demande aussi de rentrer dans la transition agroécologique, de baisser ses émissions de gaz à effet de serre. Et le Graal, c'est qu'on lui demanderait aussi de produire de l'énergie. Alors, ça va être un petit peu le fil rouge de notre échange aujourd'hui. Est-ce que elle peut finalement conjuguer au présent et au futur cette production alimentaire et cette production d'énergie? Alors, pour débattre, plutôt pour échanger, donc à cette table ronde, nous avons la présence de Benoît, donc, qui est agriculteur, Mathieu, qui est président de TSE, bonjour, Françoise, qui est agricultrice et présidente de la Chambre d'agriculture de la Somme, bonjour, et Luc, qui est agriculteur dans la Somme et président délégué de la coopérative Noriap, qui s'étend sur le territoire des Hauts-de-France jusqu'à la Seine-Maritime, en Normandie. C'est exact, bonjour. Vous pouvez poser vos questions en live pendant 1 heure. On reprendra ces questions à la fin. Et on va, pour introduire cette table ronde, commencer par Benoît. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'exploitation? On a parlé un petit peu de la transition agroécologique, changement climatique. Est-ce qu'aujourd'hui, sur cette exploitation, vous en êtes déjà témoin? Et puis nous dire un petit peu le pourquoi de ce projet, comment ça s'est un peu déroulé et votre historique avec l'agrivoltaïsme. D'accord. Bonjour, enchanté. Donc Benoît, agriculteur à Brouchy. Donc l'exploitation, c'est une exploitation avec un assolement typique de la petite région. Donc des céréales, des pommes de terre, des haricots, des petits pois, des betteraves, avec on va dire 1/3 de la surface irriguée tous les ans. Donc des grosses consommations d'eau, avec une vraie réflexion sur la consommation d'eau et comment on peut voir aussi pour essayer de réduire un petit peu les impacts. Après la canopée, donc il y a une quinzaine d'années, j'avais déjà rencontré Mathieu de TSE. On avait fait ensemble des bâtiments photovoltaïques, 6000 m². Donc c'était un projet très important pour l'époque. On est toujours resté en contact. Il m'a présenté son projet de canopée il y a environ 2-3 ans. 2-3 ans et on est parti. On a dit OK tout de suite et c'est démarré en construction au mois de novembre. C'était fini au mois de fin juin. Et donc on a semé le maïs fin juin pour une première récolte en 2023. Ok, donc on va revenir sur ces détails. Par rapport au changement climatique, est-ce que sur votre exploitation concrètement, aujourd'hui, vous percevez un impact négatif? Oui, de plus en plus. L'exemple le plus fréquent, c'est l'avancement des moissons. Je me suis installé il y a une vingtaine d'années. On moissonnait un tout petit peu au mois de juillet, mais la grosse partie de la moisson, c'était au mois d'août jusqu'au 10-15 août. Aujourd'hui, il est courant de démarrer la moisson le 10-14 juillet et de la finir vers le 25 juillet. Et est-ce que ça implique une évolution, une réflexion sur l'évolution du système à venir, des cultures, au niveau des rotations, etc.? Oui, on sait que on ne pourra pas faire demain et après-demain les mêmes cultures qu'aujourd'hui, avec autant de consommation d'eau, enfin on ne pourra plus exploiter de la même façon. Luc, je me tourne vers vous. Est-ce que c'est des constats que vous partagez aussi à l'échelle de la grande région de France? Oui, les changements climatiques, on peut discuter longtemps sur son origine. Le constat, c'est Benoît l'a fait, des à-coups. Je dirais que sous nos latitudes, les moyennes de précipitations ou de choses comme ça restent à peu près égales, mais ce sont des à-coups qui sont plus importants. Donc des saisonnalités qui sont Oui, amenées à changer. Si on prend l'exemple de cette année, mais l'année prochaine, ça sera autrement. On a démarré les moissons autour du 15-20 juillet. Le 22, il y a eu
22 au soir, il y a eu une pluie et on y est revenu 3 semaines après. Voilà. C'est déjà arrivé qu'on soit arrêté pendant les moissons, mais là, on a eu par endroits des cumuls de 200 mm. Ça, c'est assez exceptionnel sur une première quinzaine. Donc, des changements, ils sont là. Donc, avec lesquels il va falloir composer. À la fin. Mathieu, l'actualité cette semaine, c'était ce rapport de RTE qui milite pour un développement des énergies renouvelables dans les décennies à venir. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser un petit peu les besoins à l'horizon 2050 ? On sait qu'il faut s'affranchir des énergies fossiles. Est-ce que vous pouvez nous représenter un petit peu ce contexte, en tout cas ? Écoutez, on arrive à un moment, aussi bien en France qu'en Europe, de convergence. Alors, l'énergie, c'est une question, première chose, de capacité. Quantité d'énergie on est capable de produire à un instant T et à quel prix ? À quel prix le consommateur final va le payer, à quel prix l'entreprise va le payer, à quel prix l'industriel, les services publics vont payer l'électricité. Donc là, on arrive à des outils industriels de production d'énergie, en France notamment le nucléaire, qui ont été construits à la fin des années 70 et début des années 80, l'énergie nucléaire. Donc des centrales qui vont avoir 40 ans. Et puis un mix énergétique final en France qui est quand même constitué à 63% d'énergie fossile et qu'il va falloir décarboner. Alors on a cette problématique en France, on a également cette problématique bien évidemment en Europe, à laquelle s'ajoute aujourd'hui la question de la souveraineté énergétique, suite à la crise en Ukraine, où l'Europe s'est rendue compte qu'on était totalement sous perfusion de gaz russe. Alors, de gaz carboné, au moment où il faut plutôt justement mettre en place des politiques très volontaristes pour réduire l'accélération du réchauffement climatique. Alors, quelle est l'énergie aujourd'hui qui est capable d'être déployée en quantité importante, très rapidement, à un prix compétitif ? La plus compétitive des énergies aujourd'hui, c'est l'énergie solaire. Alors, elle est la plus compétitive de toutes. Elle est intégralement décarbonée. Elle peut se déployer. Pourquoi facilement ? Parce que ce n'est pas des installations qui font 150, 200, 350 hectares, qui sont complexes en termes d'autorisation, même si ça prend un peu de temps en France. Ça fait 3 mégawatts derrière nous. Ça fait 2 fois la production du village de Brouchy sur l'ensemble des habitants. Sur 3 hectares. Sur 3 hectares. L'ensemble des habitants du village de Brouchy. Donc, les ENR, c'est la possibilité de déployer très rapidement l'énergie au cœur des territoires, décarboner et de faire face à ce fameux mur énergétique que la France va rencontrer entre 2030 et 2035, qu'on retrouve dans les propositions d'RTE, qui le savent. En 2035, les 3/4 des centrales nucléaires françaises ont plus de 50 ans. Il faut multiplier par combien les énergies renouvelables ? Alors, aujourd'hui, ça, c'est effectivement une question de volume. Aujourd'hui, on fait 2 gigas par an en France. On a à peu près 18, 19 gigas raccordés au réseau en France. En 2035, il faudra très largement, très largement, avoir dépassé les 100 gigas. Donc, c'est-à-dire, les 2 gigas annuels, il faut passer à entre 7 à 8, puis potentiellement 10, faire x5. C'est colossal comme effort, c'est absolument colossal. Donc c'est des questions de réseau, c'est des questions de mobilisation de moyens financiers, c'est des questions évidemment de mobilisation des territoires, parce que le solaire, ça se déploie sur du sol ou sur des toitures. Le plus facilement, les plus grandes puissances, c'est plutôt sur le sol. D'où la question effectivement de venir aujourd'hui sur le foncier le plus disponible, qui est le foncier agricole. Alors, on va revenir en détail sur effectivement cette canopée. Il y a une grande question qui se pose parce qu'on a vu parfois des développements un peu anarchiques de filières, des débats aussi parce qu'on a reproché aux énergies renouvelables de venir préempter du foncier, etc. Alors, je voulais voir avec vous, Françoise, est-ce que vous pouvez nous recadrer un petit peu le contexte législatif? L'actualité change énormément, mais j'ai l'impression que ça se cadre. Voilà. Voilà, je vous laisse la parole sur le sujet. En fait, moi déjà dire, je suis vraiment enchantée d'avoir cette canopée, deuxième canopée du groupe TSE chez nous. C'est bien, on en avait besoin.
On en avait besoin parce qu'on parle de photovoltaïque, mais on avait vraiment un développement qui risquait d'être anarchique et qui risquait surtout de ne profiter absolument, enfin de ne pas profiter au territoire ni aux agriculteurs. Et nous, notre souci, c'est bien ça, c'est de faire quelque chose qui soit durable dans le temps. Alors la terre n'est pas renouvelable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre en étage. Donc, nous, dans nos secteurs à forte valeur ajoutée, il est évident que la terre, et tout ce qui concerne la terre, il faut y regarder avec beaucoup, beaucoup d'attention. On est en plus dans notre territoire avec beaucoup de statuts fermiers. Donc, propriétaire fermier, c'est un binôme qui est très, très important et donc qu'il faut aussi regarder avec précision. Et donc, on a eu la loi AER qui justement a cadré au niveau national tous ces dossiers et qui va dans notre sens, qui dit protégeons le sol agricole, sa première destination c'est l'alimentation et faisons de l'énergie ensuite si nous pouvons. Enfin, voilà, c'est un peu. Et donc nous, notre charte départementale, chaque département peut écrire une charte. Nous, notre charte départementale est écrite dans ce sens-là. Elle est écrite, alors comme vous disiez, faire de l'énergie renouvelable, d'abord sur les toits, ensuite sur les délaissés. On va voir le canal qui passe et donc le passage du canal va aussi engendrer des parcelles de délaissés, c'est-à-dire non cultivables. Et ensuite sur les friches. Et ensuite, regardons comment faire de l'agriculture sous des canapés, sous des canopées, excusez-moi. Mais donc, ça nous intéresse énormément, cette expérience qui est menée aujourd'hui. C'est vrai que c'est lourd comme investissement, et merci à M. Beauvler et la société de le faire, parce que ça nous donnera des références. Ça nous donnera des références pour pouvoir après construire un cadre qui soit audible. Nous, aujourd'hui, avec la charte que nous avons écrite et avec ce qu'a donné la loi AER, il n'est plus question chez nous de faire des champs de photovoltaïque. Donc voilà, c'est déjà une précision. Le cadre législatif sacralise finalement le bien de l'agriculteur comme pour sa destination qui est de produire l'alimentation. Vous parliez de chartes, donc c'est des chartes entre les chambres d'agriculture, les développeurs d'énergie. Non, comment ça s'organise? Alors, ce sont des chartes qui vont être signées là prochainement, qui ont été travaillées sous l'égide des services départementaux, des DTM, avec le conseil départemental et avec les maires. Donc, c'est les collectivités. Et avec la chambre d'agriculture. Donc, c'est parce que nous savons aussi que le développement du photovoltaïque, comme le développement de l'éolien et comme le développement de la méthanisation, ça se fait aussi avec les acteurs du territoire qui sont le conseil départemental et que sont les COM, notamment les communautés de communes. Voilà. Ok. Et les propriétaires sont aussi signataires, je le dis aussi. D'accord. Donc, propriétaire, chambre d'agriculture, collectivité, pour cadrer finalement ce développement de... alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je pense que ça intéresse nos auditeurs aussi. Alors, on est sur une canopée avec donc sur 3 hectares déployés. Alors, peut-être, Benoît, vous pouvez nous détailler techniquement comment ça se passe, en fait. Pour rebondir sur ce que disait Madame Crété, effectivement, jusqu'à présent, notre métier de développeur de centrales photovoltaïques faisait ça au sol. Lorsqu'on trouvait un terrain dégradé, l'objectif était d'y mettre le maximum de puissance, donc de resserrer les panneaux les uns contre les autres. Bien évidemment, si on installait de telles solutions sur les terrains agricoles, on ne pourrait plus cultiver à côté. Donc le but, c'est à la fois de préserver toutes les questions de souveraineté, les questions de souveraineté alimentaire, aussi bien souveraineté énergétique. Donc on fait quoi là? On vient se positionner au-dessus du champ, donc très au-dessus, parce que là on a un point bas qui est à 5,50 m. On a un volume qui est dédié aux panneaux. Alors on ne superpose pas les terres, mais il reste quand même des volumes au-dessus des cultures. Donc on vient positionner les panneaux au-dessus des cultures. Vous voyez que ces panneaux ils sont posés sur des câbles. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir entre 2 poteaux 27 mètres par 12 mètres avec un point bas à 5,50 m. C'est-à-dire que Benoît peut passer avec n'importe laquelle de ces machines. Donc on ne vient pas modifier la pratique culturelle. Ce qu'on a voulu prouver, c'est qu'on pouvait également faire des cultures hautes, en l'occurrence du maïs. On peut faire tout type de culture.
avec tout type de machines. C'est adapté aux grandes cultures, en fait. C'est donc, voilà, c'est la raison pour laquelle on a voulu faire ça dans la Somme. C'est, je pense, le département le plus, en termes de notoriété sur les grandes cultures, sans doute celui qui a la plus grande légitimité. Donc voilà, grande culture, et puis après, on va le voir également, la question du défi de la gestion de la ressource de l'eau. Donc, production d'énergie et culture, on sait qu'on peut le faire. Ok, donc on est sur des poteaux de 27 mètres par 12 de mètres. large, ok. Et 6 mètres. Et 5,50 mètres au 5 point le mètres, plus bas. ok. Benoît, qu'est-ce que vous voyez comme bénéfice a priori de cette installation par rapport à vos cultures, en fait? Qu'est-ce que cette canopée peut apporter au regard des affres du changement climatique, peut-être? Enfin, Elle va surtout limiter, je pense, les excès, donc les excès de température. En fait, il est fréquent chez nous d'avoir 40 degrés l'été. Donc à 40 degrés, il n'y a plus aucune plante qui pousse. Elle est en stress thermique. Et donc l'idée, c'est que l'ombrage tournant va apporter de l'ombre, donc faire baisser la température au niveau des plantes. Et on l'a vu cet été quand il faisait 35 degrés. Quand on se mettait même entre les panneaux au soleil, il faisait beaucoup plus frais qu'en dehors de la canopée. Donc la culture va mieux supporter les excès de température. Et après, l'idée aussi au printemps, c'est de mettre les panneaux à plat pour essayer de garder une bulle de chaleur la nuit, pour garder 2-3 degrés, pour passer un gel tardif sur des colzas ou sur d'autres cultures. donc en fait, on tempère la météo au-dessus des cultures. en C'est fait, l'esprit, c'est l'idée. Oui. Alors ce pilote-là, effectivement, il a une particularité ou une singularité, hein, c'est que il est équipé de sprinklers sur les poteaux. Donc vous, Mathieu, si vous pouvez en dire 2 mots. Alors, ça fait partie également de la raison de notre présence dans la Somme. On sait que le sujet de l'irrigation, la thématique de l'irrigation, c'est un défi pour l'agriculteur. Il faut de l'eau pour avoir une agriculture performante, mais il faut bien savoir l'utiliser. Donc, nous, on a voulu rapporter impérativement cette brique technologique supplémentaire. Donc, on a installé un système d'irrigation qui est fixe, sur un poteau sur 2, et on a développé une application. Alors, on a 400 capteurs de data qui prennent l'humidité, le vent, l'irradiance, etc., qui remontent ça sur une plateforme data, qui permettent à Benoît de savoir en temps réel, alors il fait quelle température sous les panneaux, c'est quoi le degré d'humidité, ça va être quoi la quantité d'eau nécessaire à la plante dans la journée. Et au lieu que Benoît, après il y a aussi une question de bien-être au travail pour l'agriculteur, au lieu que Benoît aille déplacer une rampe de 50 ou 70 mètres, tout est à poste, il va rester dans son bureau ou depuis son application, sur son téléphone, et pouvoir irriguer, non pas les 3 hectares de parcelles avec une rampe très grande, mais parcelle rectangle par rectangle, c'est-à-dire de 27 mètres par 12 mètres. C'est-à-dire qu'on a quasiment un goutte à goutte de 27 mètres par 12 mètres. Si là, il y a assez d'eau sur le petit rectangle qui est devant nous, ça va s'arrêter immédiatement. Et ça continuera, par exemple, à l'autre bout de la parcelle. Donc, une irrigation quasiment millimétrique, juste la quantité nécessaire à la plante, ce qui fait qu'on pense que, alors, sur toutes les simulations qu'on a fait, on pense qu'on va être capable d'économiser au moins 30% d'eau. Donc, ce qui est quand même conséquent pour un département comme la Somme. Alors attention, on ne va pas recouvrir la Somme, mais sur les prochaines cultures, par exemple, seront des cultures de maraîchage, se dire à forte valeur ajoutée, on fait de l'énergie, des cultures à forte valeur ajoutée, une brique de bien-être au travail, de facilité, parce que ne pas avoir à se déplacer des rampes, c'est quand même pas mal, et économiser 30% d'eau, je pense qu'on coche pas mal de cases. Alors effectivement, j'imagine, Benoît, vous pouvez témoigner, il n'y a plus de tuyaux à déplacer, c'est ça? C'est magique. Non, aujourd'hui, on travaille, sur le reste de l'exploitation, on travaille de façon, on va dire, traditionnelle. Donc, c'est un enrouleur qui arrose sur des bandes de 72 mètres de large, sensible au vent, et sur des durées d'irrigation de passe, on va dire, de 18 à 20 heures par jour. Donc, la nuit, il y a moins de vent, l'irrigation, on va dire, est optimale. La journée, il y a du soleil, il y a du vent, l'eau est forcément moins efficace, moins efficiente. Là, avec la canopée, l'avantage, c'est qu'on arrose zone par zone. Donc, s'il y a l'an prochain, par exemple, il y aura 3 cultures différentes.
Il y aura une partie qui sera en blé, mais il n'y aura pas besoin d'eau, qui sera jamais irriguée. Et l'autre partie, en fait, l'idée, c'est de compenser l'ETP, donc la consommation de la plante en eau, tous les jours ou tous les 2 jours, Mm. d'arroser la nuit, donc pas de vent, l'eau plus efficace, plus efficiente. Ok, alors Françoise, la Chambre d'agriculture est partie prenante de ce pilote. Vous intervenez normalement pour tout ce qui est suivi agronomique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu Oui, comment ça va Alors, nous sommes s'organiser? partenaires. Nous, notre but, c'est d'avoir des données, évidemment. Et la gestion de l'eau, c'est vrai que Benoît le disait, Mathieu le disait, nous sommes vraiment. C'est une problématique qui nous arrive et que nous sommes obligés de gérer. Nous avons aujourd'hui des canons, nous avons aujourd'hui de l'arrosage par rampe, de la micro-irrigation. Et là, c'est un nouveau système qui est proposé sous les canopées avec des sprinklers. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Il nous faut, nous, avant de proposer, enfin, puisque c'est vraiment expérimental, aux agriculteurs cette façon de faire, il nous faut avoir les données, les analyser. Et donc, on va avoir, puisque c'est sur une rotation, c'est-à-dire que c'est sur 5 ans. C'est bien ça où il faut voir, c'est dans le temps, il faut voir l'économie d'eau et la rentabilité aussi, parce qu'il faut voir le plus et le moins. Est-ce que ça détériore les cultures? Est-ce que ça amène à plus? Ça, c'est quelque chose qu'on doit regarder dans le temps. Et nous sommes, nous, là-dessus. Nous avons une culture témoin à chaque fois, hors canopée, et que nous comparons avec ce qui est sous la canopée. Ok, donc il y a 3 hectares de maïs, Voilà. effectivement, il faut Voilà. préciser qu'ils ne sont pas sous canopée. Et notre travail, c'est ça. Et notre travail, c'est d'avoir des références dans le temps pour savoir si derrière, voilà, ça complète l'expérimentation. Ce qui est à souligner, c'est que ces références qui nous sont précieuses pour construire un modèle demain, eh bien, nous les avons. Et là, on a un travail en toute transparence avec TSE et M. Bougler. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous apporte beaucoup, nous, et avec Noriap demain. Donc concrètement, Benoît, vous êtes accompagné par les agronomes ou de Noriap ou de la Chambre d'agriculture pour vous aider dans la réflexion de l'itinéraire, l'adaptation des variétés, des cultures. Et puis, enfin, Et puis c'est aussi pour avoir des données, pour regarder ce qui se passe véritablement sous cette canopée, parce que là, ce sont des idées, oui, on pense qu'il y aura un effet ensoleillement qui sera bien sur la chaleur, sur l'ensoleillement, mais encore faut-il le vérifier. oui, donc de toute façon, on est dans l'acquisition de connaissances Voilà, aussi, j'imagine. Hein, et justement, on est sur le 2e projet pilote en France. Mathieu, voilà, ça veut dire qu'il y a d'autres projets à l'échelle de l'Hexagone qui visent à tester différents systèmes, différentes productions, j'imagine. Oui, c'est exactement ça. Donc là, aujourd'hui, on a deux pilotes, un en Haute-Saône chez Sylvain Rizon, un dans la Somme chez Benoît. On a un pilote en Côte d'Or dont la construction vient de se terminer, qui sera inauguré au printemps prochain sur également des grandes cultures. On a 2 autres pilotes qui seront construits en début 2024 en Charente, plutôt sur des thématiques protéines végétales. Et puis on a un pilote en Normandie sur un parcours de vaches laitières, donc parcours bien-être animal, pareil, sous canopée qui fait 3 hectares. Donc, alors, pour revenir sur les aspects scientifiques, bien évidemment, l'agri-PV, alors c'est pas nouveau, ça existe depuis un certain nombre, depuis 10 ou 15 ans, un peu dans le monde entier, il y en a au Japon, il y en a aux États-Unis, etc. Par contre, c'est nouveau dans la nécessité de le développer à grande échelle. Donc, comme le disait Madame Crété, nous, on n'installe pas une installation comme ça pour 2 ans. On est là pour 40 ans. On ne va pas la démonter dans 2 ans. Donc, la première chose, la décision, elle doit être bien mûrie. Donc, ça doit être, ça doit être des projets qui amènent une valeur ajoutée pour le territoire. Donc, comme à chaque territoire, son agriculture, ses défis. Ici, on est sur des terres riches et on a des questions d'irrigation. Très bien. Dans le sud de la France, vous avez aujourd'hui des questions majeures de stress hydrique et de stress thermique. Donc, nous, on est un énergéticien, TSE. Alors, on a une très belle équipe d'ingénieurs agronomes
qui ont envie d'ailleurs de faire 1000 choses ultra technologiques, parce qu'on rentre vraiment dans la partie, je dirais, très agritech, où on doit récupérer le plus rapidement le plus de data possible pour comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous de ces panneaux. Alors, ça marche, on a fait une très belle culture de soja l'année dernière en Haute-Saône, donc très belle, ça a marché, mais on veut comprendre pourquoi ça a bien marché. Et ça, c'est, je dirais, c'est votre métier de toute façon depuis toujours. L'agriculture, c'est pas une science exacte. Tous les jours, tous les ans, les semences évoluent, s'adaptent au terroir, etc. Donc, tout ça, c'est beaucoup de data. On peut en faire une partie chez nous, mais l'objectif, c'est d'aller voir les acteurs du territoire. Madame Crété a beaucoup d'ingénieurs agronomes et des équipes data aujourd'hui dans à peu près toutes les chambres. Et c'est la même chose dans les coopératives. Donc nous, l'idée, c'est de bâtir ces partenariats techniques pour très rapidement récupérer la data et adapter la pratique culturelle sous panneau. Oui, genre, si je résume, c'est finalement les projets s'adaptent aux singularités des territoires et aux enjeux des territoires, parce qu'effectivement, le territoire breton, le territoire normand ou le territoire des Hauts-de-France n'a pas les mêmes défis ou pas les mêmes Que la Côte d'Or, par exemple, challenges. où Oui. vous avez 15 cm de bonne terre. Luc, sur ce type de projet, comment une coopérative finalement accompagne le développement de cette filière? Comment vous vous emparez du sujet, vous? Alors, nous, on s'empare du sujet. Ça paraît un métier nouveau, l'énergie, mais si on regarde bien finalement la vie de l'agriculture, il y a la parenthèse qui démarre avec le tracteur agricole, mais avant, on produisait l'énergie nécessaire à la traction dans nos champs. Donc, alors, il y a une petite parenthèse là, quand même assez longue, qui était bien bénéfique, parce que c'est quand même bien plus confortable que de faire le travail à la main ou derrière les chevaux. Et puis, cette parenthèse, elle change un petit peu dans les années 90, juste avec la première réforme de la PAC, l'apparition de la jachère, et on a tous cherché le moyen de mettre des productions non alimentaires sur ces jachères. C'est le développement du colza diester. C'est quelques années plus tard, avec différents succès, et différents revirements aussi d'ailleurs des politiques, parce que ça dépend aussi beaucoup des politiques publiques. C'est une autre table ronde. Mais on a fait, et ça s'est tué dans l'œuf pour plein de raisons qu'on pourrait échanger. L'éthanol de blé, mais il se fait de l'éthanol de betterave. Donc voilà, produire un petit peu d'énergie dans nos champs, ça n'a jamais été. C'est pas antinomique avec la non, production agricole. voilà. C'est pas tout à fait nouveau. On a vu et on a accompagné aussi l'émergence d'une filière méthanisation. Là, c'est aussi une énergie, dans des projets où on essaye de fédérer, d'accompagner, d'être quelquefois un petit bout au capital, justement pour aller servir acquérir des références et les diffuser, et puis aussi un peu tiers de confiance avec un certain nombre d'intervenants qu'il peut y avoir dans le métier, et notamment c'est un petit peu ce qui nous amène, ce qui nous mène aujourd'hui autour de cette table, et avec TSE, avec une volonté affichée de TSE de dire moi je travaille avec les territoires. Donc nous on se prive pas des gens de bonne volonté, on est acteurs du territoire, on n'est pas les seuls, mais bien sûr on est acteurs sur les territoires, et on se dit que dans ce projet, finalement, parce que là, on parle d'une canopée, mais demain, c'est des grappes, parce que c'est pas le tout de produire du courant, il faut le rebrancher, enfin voilà, c'est pas très très simple. Et on pense que nous, on a effectivement un rôle à jouer pour les agriculteurs qui verraient ça plus loin, ou qui n'auraient pas le talent, la patience et la persévérance de Benoît pour monter des projets comme ça, de se dire qu'on va fédérer, veiller un petit peu au grain aussi, avec faire le tir de confiance, et puis alors après on verra, on développera, mais pourquoi pas au-delà finalement de la location de sa parcelle, retrouver une partie de l'énergie produite à un coût intéressant. Ça c'est une idée. Enfin, je sais que c'est dans la trajectoire des projets de TSE, et ça c'est quand même vachement intéressant. Et puis pourquoi pas, chacun à notre mesure, les agriculteurs ou la coopérative, les montées au capital. Bon, là, c'est notre échange, une autre discussion, mais il y a vraiment une ouverture sur les territoires, et c'est en ça qu'on se dit, nous, on est sur le territoire, on n'est
pas les seuls, hein, il y a plein de monde, mais on est le prolongement des exploitations des agriculteurs, donc on est sur le territoire et on se dit qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Et que finalement, il y a une petite parenthèse où on a fait moins d'énergie dans nos champs, mais c'est qu'une parenthèse. Vous parliez de veiller au grain. On est sur un territoire aussi où on a vu fleurir les éoliennes. Alors, est-ce qu'il y a des enseignements à tirer par rapport à cette expérience-là? En préparant la table ronde, on l'avait un peu évoqué, Luc. C'est un avis assez personnel, mais je pense que la profession, on a loupé un peu le train. Soit on est propriétaire exploitant et on est concerné par l'éolien, sinon il ne se passe rien. Il y a quelques expériences, on a une dans la Somme, je ne connais pas bien le modèle, mais je crois que c'est la ville de Montdidier qui avait décidé d'investir dans le parc éolien. Voilà. Sinon, on connaît très très peu. Alors, je sais qu'il y en a, mais c'est vraiment à la marge d'expériences où finalement ça a bénéficié au territoire autrement que par l'allocation du coin de parcelle où il y a l'éolienne. Donc le changement de paradigme, il est là. Alors, depuis la création des premières éoliennes, le monde il a bien changé aussi sur l'énergie, hein, sur nos besoins de changement, nos besoins de décarbonation, etc. Mais il n'empêche que quand un acteur qui envisage ça de façon industrielle se dit « moi, je veux m'intéresser au territoire et je veux faire avec », eh ben, ça nous va bien. Et c'est mieux que ce n'était avant. Oui, donc en fait, vous êtes aussi un facilitateur sur les territoires et faire en sorte qu'effectivement, ce soit un petit peu... Oui, de fédérer les gens, de mutualiser un certain nombre de choses quand ce sera possible, de l'acquisition de références techniques. Alors sur une éolienne, finalement, il n'y a pas toutes ces dimensions. Non, de toute façon, il y avait... Enfin voilà, le sujet, il était clos depuis très très longtemps. Oui. Non, mais... Et puis, pour ceux qui habitent dans les campagnes, on sait comment ça s'est passé. Ça a été la chasse au terrain disponible. Et puis après, le gars que vous aviez vu la première fois, c'est pas lui qui construit l'éolienne, c'est pas lui qui l'exploite. Et puis depuis, ça a peut-être été revendu 3 fois. Bon, bénéfice pour les territoires, certainement un peu pour les communes, etc. Il ne faut pas... je crache pas sur l'éolien. Le constat qu'on en fait, c'est que soit le bénéfice pour le territoire, il est soit une redevance, comment on appelle ça, une taxe sur la commune, soit la location du mec qui a sa parcelle dessus, qui a l'éolienne dessus, et point à la ligne. C'est aussi un exemple, ce type de projet, où plus on co-construit ensemble, le moins c'est anarchique aussi, peut-être. Mais non seulement, mais si on donne la parole à nous après, si on donne la possibilité aux gens de s'approprier ces projets, eh ben, c'est déjà mieux que quand on ne leur pose pas la question. Alors après, TSE peut bien nous poser la question, mais alors, quand est-ce qu'on y va et comment vous vous démenez pour ça mais il y a une volonté aujourd'hui de construire avec les territoires et donc, bingo, il faut qu'on s'en empare. Alors, concrètement, Benoît, Mathieu, comment ça se passe? Alors, qui fait quoi sur cette canopée? Il y a une partie location du terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tous les deux comment ça s'organise, au moins d'un point de vue, sur la partie effectivement location de terrain, et ensuite qui fait quoi? Est-ce que c'est Benoît qui, avec sa manivelle, qui tourne les panneaux? Est-ce que qui a la responsabilité de quoi sur ce projet? Sur la partie location de terrain, je vais prendre la parole si ça ne te dérange pas, Benoît. C'est un point fondamental, la question du bail rural, hein, qui est le socle de l'agriculture. J'ai bien entendu le fermier et l'exploitant. Voilà, donc je sais que nous savons que chez TSE que c'est le socle. Alors, qu'est-ce que ça permet une installation comme ça? On n'est pas sur le foncier. Oui. Voilà. On est au-dessus. Donc, nous, on est un énergéticien. Auparavant, les énergéticiens arrivaient sur un terrain agricole pauvre, alors c'est ce qu'on entend à l'époque, à faible potentiel. Et bien évidemment, on prenait à bail la parcelle parce on installait nos panneaux très resserrés. Aujourd'hui, comme on installe au-dessus, on crée un volume, donc avec un expert géomètre au-dessus, on ne vient plus du tout louer la parcelle. On vient louer le volume qui est au-dessus. Donc on n'a pas besoin d'aller casser le bail rural et d'aller soit à la chambre, soit en CDPNF, de l'autre côté, le bail rural, il faut le casser entre le fermier. Exactement.
Donc ça, c'est la première chose. Le bail rural est parfaitement maintenu. On fait juste une toute petite division parcellaire au niveau des poteaux. D'accord ? D'accord. Ça représente 0,3% de la parcelle en superficie. C'est tout ce qu'on enlève du bail rural. Et après, il y a la question forcément du partage du loyer. Alors, comme on ne loue pas l'hectare, on ne peut pas payer un loyer à l'hectare. Mhm. Donc, on paye un loyer à la puissance installée. D'accord. Alors, voire même une partie sur la puissance installée, une partie sur la puissance produite, pour que l'agriculteur, si on a des années exceptionnelles d'ensoleillement, puisse avoir un revenu complémentaire et bénéficie de ce surplus de production. Alors, on ne loue pas le foncier, on loue le volume, on ne remet pas le bail rural en cause. Encore une fois, stock de l'agriculture, on l'a bien compris. Et sur le partage de ce loyer à la puissance, alors je vais vous dire, ça c'est un sujet qu'on vous remet dans vos mains. Donc, en fonction des départements et des chambres, on a eu des positions on partage à 50-50, on partage à 60-40 pour l'exploitant, 40 pour le propriétaire. On va sur une tendance, je vous le dis, plutôt 60-40, 70-30. Donc 30% pour le propriétaire, 70% pour l'exploitant, parce que c'est finalement lui qui reste exploiter la parcelle, avec, comme dans le projet, comme dans la loi ER, une obligation que la parcelle reste en permanence en exploitation. Donc Ok, c'est important ça. voilà, c'est-à-dire que l'exploitant s'en va, il n'est pas question, c'est pas le propriétaire qui va toucher l'intégralité du revenu. On doit, avec la Chambre d'agriculture, aller trouver un nouvel exploitant. Donc, nous, on est un énergéticien. On loue un volume, on ne loue pas un terrain agricole. Et sur la répartition de la valeur de ce loyer, ce n'est pas nous de décider, c'est au monde agricole de décider. Donc l'agriculteur est rétribué sur la location d'une la partie haute de la parcelle et autour des poteaux, si j'ai bien compris. Vous êtes producteur d'énergie, vous vendez l'énergie, Alors, on porte l'investissement oui, et on revend l'énergie. et vous revendez l'énergie. La prise de risque est complètement Portée par TSE, d'accord. J'imagine que c'est des beaux... Alors, c'est des baux de 40 ans. Bon, d'une carrière d'agriculteur, ok, Exactement. ok. Donc, c'est pour ça, encore une fois, que cette décision, elle doit être bien mûrie à la fois par l'énergéticien et par le monde agricole. Parce qu'on est sur... Alors, doublement pour rebondir sur ce que vous disiez, par rapport à, je dirais, la nécessaire implication du monde agricole, c'est que là, on va rentrer on ouvre une parenthèse qui va durer au moins 15 à 20 ans. 15 à 20 ans de déploiement des énergies. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté. Ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas du super court terme, c'est du très long terme. Cette parenthèse de création de valeur au cœur des territoires. Donc, ça semble effectivement logique que le monde agricole co-construise avec nous. Je voulais passer à une... Alors, non, il y a quand même une question qu'on n'a pas... à laquelle on n'a pas répondu. Aujourd'hui, les panneaux, ils sont... Enfin, Benoît n'a absolument pas besoin d'intervenir sur quoi que ce soit. Donc, tout est géré. J'imagine qu'il y a des stations... il y a une station peut-être... Alors, là, vous avez vu, il pleuvait tout à l'heure, donc là, il fait un petit peu plus beau. Les panneaux ont repris la cour du soleil, donc Ok. on a l'ouest à droite, l'ouest à gauche, l'est à droite. Donc, ils commencent forcément orientés à l'est le matin. Ils sont à plat à midi et ils finissent leur course face au soleil le soir. Alors, bien évidemment, ce qu'on va chercher, c'est l'optimal de la production énergétique avec l'optimal de la production agricole. Donc, comment on fait ça? En fait, on a rajouté des fonctions supplémentaires, comme le disait Benoît tout à l'heure. Alors, il y a une heure, quand il pleuvait, les panneaux se mettent automatiquement verticaux pour que l'ensemble de la parcelle soit parfaitement touché de façon homogène par la pluie. Ok. Prévision de coups de gel printanier tardif, de gel tardif au printemps. Benoît nous appelle, ou il pourra même le piloter un jour chez lui. On pourra mettre les panneaux à plat, effectivement, la nuit pour conserver ce petit degré supplémentaire. On sait également qu'au niveau de la photosynthèse, il y a une petite demi-heure, 3/4 d'heure le matin, qui est absolument prépondérante pour la pluie, pour la plante, pardon. Donc, on ne va pas chercher l'optimal de la production de matin, on va plutôt favoriser la photosynthèse au lever du soleil. Donc, on met des panneaux pas au maximum de la production énergétique, mais plutôt photosynthèse. Ils grêlent
Pareil, on a des capteurs qui détectent la grêle et qui vont mettre les panneaux horizontaux pour protéger la culture en cas de grêle. Alors, C'est jusqu'à des aussi grêlons. ce type d'aléa Voilà. qu'on protège. Ouais. Alors, D'accord. et tout ça, ça revient sur une grande plateforme data. Alors, c'est très automatique, hein, et c'est piloté par des ingénieurs qui sont à Bourgoin. Ok. Le projet, il est opérationnel, entre guillemets, depuis le printemps, Depuis fin juin. depuis fin juin. Fin juin, c'était la fin de construction. Donc on a semé le maïs juste à la suite. Donc, du coup, du maïs, de fait, Donc du maïs parce qu'il n'y a plus beaucoup de cultures qui étaient bien sûr. Ouais. faisables à cette époque-là. Donc il lui manque à peu près, on va dire, 2 mois de végétation, le maïs. Et bah, très, très agréablement surpris du résultat. Il fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Pour un semis c'était un semis du 1er juillet, donc oui. Avec une variété. Une variété assez C'est précoce, précoce, ouais. mais très heureux du résultat. Oui. Ok. Pas d'éléments négatifs ou d'observations négatives à ce jour. Non, rien de, non, on n'a rien vu de spécial après. Passage du matériel, pas de souci. Non, ça Cultiver. passe. Après, en fait, on cultive des bandes de 27 mètres de large. Mhm. Au lieu que ce soit une haie en fait qui soit à la place, c'est un alignement de poteaux. Donc ça change un petit peu, mais pas, il n'y a pas de changement fondamental dans l'exploitation de la parcelle. Je vois déjà Cher Fleury autour. C'est une volonté de votre part, Benoît. C'est une façon d'intégrer ces projets dans le C'est une dans le façon paysage. d'intégrer le projet dans le paysage. Après, c'était des petits bouts de parcelles qui ne sont pas forcément évidents à exploiter, donc c'était la bonne idée. Après, ça répond aussi aux 4% de jachère qui nous sont imposés par l'Europe. Aujourd'hui, il y a une dérogation, mais on ne sait pas trop comment ça va se passer. Et Aussi une table ronde. ça permet de faire accepter plus facilement le projet. Oui. Justement, en parlant d'acceptation, comment ça se pense déjà, Benoît, au niveau du voisinage, est-ce que... En fait, quand on arrive en voiture, enfin quand on arrive, on ne se rend pas vraiment compte de la canopée. C'est pas imposant comme une éolienne. On la voit, on l'aperçoit, mais c'est pas aussi massif qu'une éolienne. Et je trouve que c'est plutôt bien intégré. Oui. Et au niveau du voisinage, bon, on est en campagne. C'est le tout début, mais il n'y a pas eu de remarques, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il y a de la curiosité, à minima. Tout le temps de la construction, oui, et encore aujourd'hui, oui. On voit les gens quand les panneaux tournent, oui, c'est très intéressant. Vous, chez TSE, comment vous appréhendez justement l'intégration de type de projet dans les territoires? On va y revenir sur la dimension des territoires, mais dans les paysages, etc. On pourrait se dire, qu'est-ce que c'est ça? Mais voilà, et comment Tout dépend, je dirais, tout dépend la composition sociale du territoire. Ici, on est sur un territoire qui est très agricole. Mhm. Alors, avec le maire de Brouchy qui a toujours été extrêmement porteur sur les projets d'énergie verte. Donc, dès qu'on lui a présenté, on a présenté le projet à Benoît, puis après, on est allé présenter le projet au maire que je connais personnellement depuis un certain temps. Il nous a dit oui en 5 minutes. Il a validé un peu derrière avec ses différents adjoints, etc. Je l'ai eu hier au téléphone et il me disait que lui était super fier de ce projet, que dans sa commune, ses administrés étaient plutôt également très contents du projet. Parce que c'est un projet agricole. Effectivement, c'est pas haut. Vous voyez, c'est quand même très léger comme structure. Alors, voilà, sur la commune de Brouchy, sur la commune d'Amance, pareil, toute la population était plutôt ravie. Je ne dis pas que ce sera le cas partout en France. Hein. Il y a une nécessité de communiquer, effectivement, sur c'est quoi ce projet, qu'est-ce qu'il amène au territoire. Alors, il amène bien évidemment des services énergétiques, des services à l'agriculture, puis il amène une énergie décarbonée propre sur le territoire. Si demain vous avez un industriel important qui s'installe à 2 km, on pourra aller à lui développer un projet, lui vendre une énergie pas chère en circuit court quasiment. On parle beaucoup de circuit court. Bah, pourquoi pas circuit court énergétique? Donc, l'acceptabilité, elle se construit en échangeant avec l'ensemble des acteurs du territoire, les citoyens y compris. je m'adresse aussi aux représentants des territoires. Françoise et Luc, est-ce que ce type de projet peut ramener aussi de la valeur sur des territoires, sur des exploitations? Comment vous
l'appréhendez? Alors, vous l'appréhendez de façon très positive, j'ai vu, mais Ben, c'est quand même une expérience qui Mhm. est intéressante. Et au moins, il faut aller jusqu'au bout parce que ça allie les deux enjeux, les trois enjeux, puisqu'il y a l'enjeu eau, enjeu alimentaire et enjeu énergie. Donc, on nous a longtemps taxé. Alors, les éoliennes, on l'a dit, dans la Somme, on est quand même avec 800 morts sur le territoire de la Somme. Bon, c'est quand même, Ça fait partie du département. ça commence on est le plus impacté. Et donc, oui, ça commence à être bien visible, ces éoliennes. Et puis, nous avons la méthanisation qui porte aussi quelquefois des débats. Donc aujourd'hui, le solaire, ben oui, le solaire au sol, franchement, c'était une question qui ennuyait. Aujourd'hui, le solaire qui permet de faire de la production, je ne sais pas s'il y aura une valeur ajoutée, mais je pense que c'est dans le sens où il faut aller, parce que c'est vertueux. Si on arrive à faire de l'énergie en même temps que de l'alimentaire et quand même et qu'on contribue à une autosuffisance énergétique pour nos usines ou pour nos entreprises à nous, c'est quand même pas mal. C'est On quand même touche le très Graal. vertueux. On touche le Graal. Oui, alors par contre, je suis, voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il faut aussi travailler. Donc c'est vrai que travailler à avoir des références, travailler à avoir des données, travailler aussi au partage de la valeur ajoutée d'une façon ou d'une autre. Il y a la propriété, il y a le monde agricole, il y a aussi le territoire, et il y a aussi l'investisseur, parce que la prise de risque, elle est quand même là-bas. Et nous, agriculteurs, y aller sans investisseurs, c'est compliqué, parce qu'on investit déjà dans nos outils de production alimentaire. Demander en plus de faire du solaire, vraiment, on n'ira pas suffisamment vite par rapport à l'enjeu qui est devant nous. Et cette dimension d'une agriculture plurielle, porteuse finalement de multiples solutions, c'est aussi un gage positif pour la transmissibilité des exploitations demain sur les territoires, Luc? Certainement sur la transmissibilité, mais au moins sur leur vie économique au jour le jour. Bon, on est ici sur une exploitation qui est diversifiée, on peut avoir des zones d'élevage, etc. On a plutôt dans la Somme encore une agriculture diversifiée, mais on a bien vu qu'au long de ces périodes de courbat, de céréales ou d'impact sur les coûts de production, et on sait qu'on a une perte d'élevage, etc. Donc on a des systèmes qui se spécialisent. Et ben, aujourd'hui, si on a une diversification dans l'énergie, ben, pourquoi pas, même si on n'est pas acteur direct et on n'est pas énergéticien. Mais on en consomme du courant. Et donc, j'aime bien l'image de Benoît du circuit court en énergie. Et quand même, c'est pas nouveau. Alors c'est plutôt nouveau, un petit peu avec la méta, mais on voit bien que les usages du gaz en local, c'est quand même soit on fait du courant avec, mais là il y a une grosse perte de chaleur, soit on injecte, mais il faut avoir un tuyau de gaz qui passe pas loin. Du câble électrique, c'est pas aussi simple que je le dis, mais du câble électrique, il y en a presque partout, un peu plus que des tuyaux de gaz. Et donc, ben voilà. Et puis tout à chacun, on en consomme sur les territoires. Allez, juste pour chez Noriaps, c'est à peu près 1,50 € de courant par tonne. Voilà. Bon, ne serait-ce que chez Noriaps. Alors, après, chacun rapportera son exploitation, à ses frigos, sa machine à traire, Mais donc voilà, envisager sur le long terme un partenariat avec quelqu'un qui produit du courant, qui dit ben tiens, je vais me mettre sur ton territoire, mais je vais t'en vendre un peu à des prix qui seraient lissés, figés, très Ça stables. permet de contractualiser un prix d'intrant. Écoutez, il y a 3 ans, on n'aurait peut-être pas dit la même chose parce qu'on achetait du courant pas cher avec l'année qu'on vient de passer, avec les 2 ans qu'on vient de passer. Ça fait réfléchir. Ouais. Eh ben, je crois que si on ne s'en posait pas des questions, il faut qu'on s'en pose. On est déjà sur le temps d'après, mais par contre, sur la valeur ajoutée, moi, j'ai quand même bon espoir que l'on trouve aussi, par ces canopées, une possibilité de donner de la valeur ajoutée à des territoires qui aujourd'hui sont en zone intermédiaire ou sont en zone d'élevage. Par exemple, aux prairies. On a notamment, vous savez, aujourd'hui, on a de l'irrigation dans la Somme. On a 10% des agriculteurs qui irriguent, donc ce n'est pas toute la totalité de la Somme. Et on sait qu'avec le changement climatique, on va avoir des parcours de culture à eau qui vont être compliqués dans certaines zones intermédiaires moins riches que cette zone-ci. Et donc, je me dis que peut-être avec les sprinklers, cette nouvelle
façon de gérer l'eau. Peut-être il y aura des terres intermédiaires qui pourront trouver de la valeur ajoutée et pourront mettre une culture qui aujourd'hui, ils ne sont pas accessibles. Donc, vous voyez, c'est là-dessus aussi où on pourra peut-être, j'attends le retour des données, hein, mais avancer et donner de la valeur à certains territoires qui aujourd'hui se posent beaucoup de questions. On va essayer de prendre sur le temps qui nous reste quelques questions. J'avais une première question, Benoît. Donc là, c'est du maïs. La prochaine campagne, donc on est. Donc là, c'est du maïs dû à la date de fin des travaux. Donc c'était la Oui, culture la plus ouais. appropriée. Mm. Donc l'an prochain, ce sera en 3 tiers. Donc il y aura un tiers encore du maïs, un tiers du blé et un tiers des pommes de terre. Et après, ça va être affiné avec les équipes agronomiques de TSE. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de faire ça. D'accord. Il y avait une autre question. On a compris que c'était ces panneaux protégeaient la culture contre les aléas. A contrario, est-ce qu'ils peuvent être aussi de nature à pénaliser la photosynthèse, j'imagine? Alors, en termes de surface, il y a eu quand même une emprise non négligeable. On l'estime à... Après, c'est pas recouvert à 100% de panneaux. Hein. C'est recouvert à peu près 52 ou 42% de panneaux. La Donc, surface projetée des Si on les met panneaux à au sol, plat, c'est on se rend pas 42%. forcément compte. Donc c'est pas 100%. On ne voit pas comme ça. Donc la Mais ça ne surface couvre au que sol, 42%. ok. Donc en fait, on a tout au long de la journée, comme le soleil tourne et que les panneaux tournent, on a une alternance zone ombrée, zone ensoleillée, zone ombrée, zone ensoleillée. Donc en fait, toute la parcelle à un moment va ou bénéficier d'un ensoleillement ou d'une irradiance directe ou d'une irradiance diffuse. D'accord. Donc c'est pour ça que la question des datas et des pratiques culturelles, elle est absolument fondamentale. Parce que qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire, alors oui, la plante a moins d'ensoleillement. Mais elle a moins d'ensoleillement si on prend un cycle, par exemple, strict de 6 mois. S'il lui manque 20% d'ensoleillement, eh ben, on va aller prendre 10 ou 15 jours, 20 jours de plus pour qu'elle la plante ait son bon nombre d'heures d'ensoleillement, son bon nombre d'heures de chaleur. Donc, alors, attention, encore une fois, on a regardé ce qui se fait auparavant dans d'autres pays qui ont fait un peu d'agri-PV avant nous. L'Allemagne a commencé à faire de l'agri-PV en 2016. Donc l'Institut national scientifique allemand, le Fraunhofer, ils ont fait une première culture, polyculture, avec notamment également des haricots verts, la pomme de terre, etc. Parcelle témoin, parcelle sous panneau. Première année, les résultats sont moins beaux sur les panneaux. La deuxième année, fort de la data qu'ils avaient récupérée, adaptation culturelle, des semences différentes et surtout des semis qui ne se sont pas faits au même moment. La seconde année, sur l'ensemble des cultures, ils avaient entre plus 3, plus 20% de rendement sur les panneaux. Donc c'est bien une question, comme vous l'avez dit François, c'est bien une question de data et d'adaptation de la pratique culturelle. Donc là, ça ne doit pas être un... On ne sait pas ce qui se passe, là c'est un espèce de flou. Non, c'est pour ça qu'on y met autant de data, qu'on a autant d'ingénieurs data dans la société. C'est pour comprendre ce qui se passe sous chaque rectangle de ces panneaux. Oui, et puis effectivement, de fait, on adapte les itinéraires. Et après, en plus de Et ça, les variétés. Et les variétés. Et après, il y aura une perte d'ensoleillement due au panneau. Par contre, il y aura un gain aussi avec l'effacement ou la limitation des stress hydriques et thermiques. Donc, on peut peut-être perdre 2-3% de rendement avec le manque de lumière. On peut gagner 15% avec les pics de chaleur qui sont évités. Bien sûr. Donc, au final, le rendement, il sera supérieur. Tout est question de compromis. Hein. Exactement. Mais je crois que c'est le prof de l'agriculture. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est pas nouveau. Il faut C'est pas s'adapter. nouveau. Il faut s'adapter. Voilà. Voilà. À combien on peut estimer la production en mégawattheure par an d'une installation comme celle-ci? Je prends les questions. Comme ça va être pas mal. Alors si, parce que ça lave les panneaux. C'est vrai, c'est vrai. Demain, la production sera vraiment optimisée. Alors écoutez, donc ça fait 3 mégawatts. Dans la Somme, on doit avoir 1000, avec les panneaux qui tournent, 1200 heures d'ensoleillement productives. Donc ça doit faire 3 millions de, si je ne me trompe pas, mégawattheures. Je peux calculer en même temps. Voilà, à peu près. Alors, 3 200 000 ou 300 000. mégawattheure, d'accord. Alors, moi, j'ai un peu de mal à me rendre compte de ce que ça représente, mais j'ai quand même une question. Compte tenu des surfaces agricoles disponibles,
est-ce que le développement du photovoltaïque par canopée ne risque-t-il pas de mener à une surproduction d'énergie et de fait une baisse du coût de l'énergie? Alors, Alors, la surproduction, je pense qu'on est loin, mais la surproduction, on en est extrêmement loin. Il faudra rappeler les ordres de grandeur. Alors- Ça m'intéressait tout à l'heure. Et je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. En fait, on va aller, si vous voulez, la décarbonation de l'énergie, ça veut dire quoi? 63% de fossiles en France, 20% d'énergie renouvelable. En 2030, il faut arriver, c'était voté lundi à la Commission européenne, 42,5% d'énergie renouvelable en 2030. Probablement plus de 50 en 2035. Donc ça veut dire, quelques chiffres, passer de 430 TWh de consommation d'électricité aujourd'hui à plus de 650 en 2035. C'est quoi? C'est les voitures électriques. Demain, c'est les tracteurs électriques. C'est les robots de désherbage électrique. C'est les usines. il ne faut pas négliger que la demande sera... Non, mais on remplace les chaudières par les pompes à chaleur. Alors même si c'est pas énorme, c'est le transfert massif des usages. Je vous donne un autre cas très concret. En France, on a le TGV. On pense que l'intégralité du réseau ferroviaire est électrique. 50% est électrique, 50% est encore au fioul. Bon, on ne va pas pouvoir avoir 50% des trains au fioul. Donc ça, c'est le transfert massif des usages. Alors vous êtes concerné en plus dans l'agriculture pour les engrais. Les engrais, c'est quoi? Donc c'est du gaz, ammoniac gris, hydrogène gris, ammoniac gris, engrais gris. C'est pour ça qu'on taxe l'agriculture, l'empreinte carbone, etc. Parce que c'est une empreinte de gaz. Si à partir de cette canopée, on peut fabriquer de l'hydrogène vert, vous fabriquez de l'ammoniac vert, vous fabriquez des engrais verts. Vous mettez un tracteur électrique, c'est-à-dire que dans 10 ans, l'agriculture pourra avoir réduit son empreinte carbone de 80%. C'est ça la transition énergétique. Et ce qui fait que, en termes de demande, aujourd'hui, on est plutôt dans un marché qui est demandeur d'électricité que dans un marché où il y a beaucoup trop d'offres. C'est pas... Pas pour demain. C'est pas pour demain. Finalement, est-ce que on peut répondre à la question posée au départ en guise de conclusion sur le fait que ce type de projet est une synthèse assez intéressante en termes de projection pour à la fois répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, tout en baissant les gaz les gaz à effet de serre. Peut-être en 3 mots chacun, est-ce que on a répondu à cette question de fameux Graal? Moi, ce qui voit, et puis c'est aussi voilà, la volonté du Conseil, on a un maintien de la production agricole, on a une concertation, une prise en compte des problèmes agricoles, de foncier, etc., par tomber dans les travers de compétition sur le foncier, et on produit de l'énergie localement dont on sait qu'on va avoir grandement besoin. Donc ça va pas être un chemin tout facile, mais on a des belles données pour écrire l'équation. Alors il y a encore des inconnus dans cette équation, mais c'est aussi à nous, acteurs, agriculteurs, acteurs du territoire, en lien avec les industriels, parce qu'on ne fera pas ça sans eux. C'est hors de portée d'un agriculteur, personnellement. Enfin, il y a peut-être quelques-uns qui le peuvent, mais enfin, voilà, ce sont des montants d'investissement vous imaginez, sur 40 ans. Et donc, ouais, on continue de produire à manger, on produit de l'énergie et on essaye de le faire en bonne intelligence avec les gens du territoire. Bon, bah, ma foi. Françoise? Alors moi, je dirais que bon, hier, nous avons écouté la commissaire européenne qui nous a bien redit les échéances et redit ce qu'elle attendait de nous, des pays d'Europe, au niveau de ce que vous avez expliqué, au niveau des attentes et des besoins en énergie électrique. Je ne sais pas si ce sera le photovoltaïque qui fera tout, mais il a à faire sa part. Après, je pense que être ici, avoir une expérimentation ici, c'est une vraie chance, parce qu'on pourra construire un modèle. Alors, je crois que la valeur ajoutée, elle sera, il ne faut pas non plus
Voilà, c'est pas le miroir aux alouettes, quoi. Il faut que chacun s'y retrouve. Il faut que les investisseurs aient envie de venir, et que chacun, le modèle parle à tout le monde. Mais je pense que ça va dans le sens de l'histoire, parce que de toute façon, c'est vrai qu'à un moment, on sera de plus en plus électrique. On a de gros groupes qui sont en train aujourd'hui de se décarboner et qui ont des besoins énormes en électricité. Et voilà, c'est une obligation que nous avons. Et je pense que ça, tout le monde en est un peu conscient. Par contre, moi, mes agriculteurs, je leur proposerai quelque chose qui sera vérifié par cette expérience. Au moins, c'est quelque chose qui est bon. Merci en tout cas d'être venu chez nous pour le faire. Merci beaucoup, Françoise. Mathieu, un petit mot de. Écoutez, je suis touché par ce que dit Françoise. Alors, je veux dire, d'autant plus touché que j'ai fait un projet photovoltaïque chez Françoise en 2009, 2010, et puis que j'ai retrouvé par hasard Françoise dans une réunion il y a 2 ans, un matin, très tôt, un matin d'hiver. On a présenté le projet à Françoise et son équipe, et ça a été un intérêt immédiat. Mais oui, écoutez, ça, c'est un projet qui a l'air très intéressant, effectivement. Donc oui, on va vous aider à porter le projet. Alors, moi, la chose auquel je suis particulièrement sensible, encore une fois, chez TSE, on a beaucoup de profils de fils agriculteurs, de gens qui travaillent dans des chambres, qui ont fait des formations d'ingénieurs agronomes. Moi, ce qui me passionne, c'est que là, on arrive à un moment, on est face à un enjeu de société, on est face à un enjeu de souveraineté pour l'ensemble du continent européen. Et sans prendre des raccourcis trop faciles, on a un de nos référents agricoles chez nous, l'année dernière, qui nous a montré un film sur juste l'après-guerre, où le monde agricole, en fait, a pris le destin, en fait, son destin en main, en pouvant nourrir assez rapidement des dizaines de millions de bouches, etc. Et alors, je ne vais pas faire un raccourci trop facile, mais ça me rappelle ça. Si vous voulez, on arrive face à un enjeu énergétique majeur, mais vraiment majeur. Il faut décarboner, c'est le transfert de usage vers l'électricité, il faut en produire beaucoup plus. Et là, il faut une espèce de cohésion et de compréhension de cet immense défi. Et quand je vois les équipes de Françoise qui me disent « Ok, là, on a peut-être un truc qui est intéressant, on y va et on va vous aider », je pense que ça résume un peu toute la beauté de ce projet et la complexité de ce projet aussi. On va conclure avec notre hôte du jour, Benoît. Vous l'assumez, cette immense responsabilité? On va essayer. Non, après, on va dire que ça modifie partiellement notre façon de travailler. On va cultiver sur des bancs de 27 mètres de large. Après, en parallèle de ça, ça me permet déjà de sécuriser mes rendements. Pas forcément de produire plus, mais au moins de limiter les stress, donc de répondre à mes clients. On a beaucoup de contrôles dans les pommes de terre, dans les légumes. Okay. Ça permet de moins consommer d'eau, donc c'est quand même dans l'air du temps. C'est une demande sociétale et de toute façon, ça sera imposé par les pouvoirs publics. Et après, si en plus, en parallèle, on peut avoir de l'énergie verte à un prix compétitif sur une durée de 20 ans, ça permet de faciliter l'exploitation, le pilotage de l'exploitation. Merci à tous les 4 pour cette heure passée ensemble. Merci à vous, auditeurs, d'avoir suivi et d'avoir posé vos questions. N'oubliez pas, le replay sera disponible d'ici quelques jours sur le site de la France Agricole. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt, j'espère. Merci. Merci beaucoup.